Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur la psychologie bouddhiste. On va continuer sur notre lancée par rapport aux perceptions directes. Donc on a vu jusqu'à maintenant les perceptions directes sensorielles, ensuite les perceptions directes mentales, on a vu les perceptions directes autocognitives et on va voir celle qui nous manque, la perception directe yogique, qui est très importante puisque c'est elle qui permet aux pratiquants de réaliser des phénomènes qui jusque-là échappaient au sens. Il est possible d'avoir des déductions logiques, des inférences, d'ailleurs on verra dans la suite de cette série, mais pour avoir une perception directe de la réalité profonde telle que le non-soi, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une perception directe yogique, qui est issue d'une pratique méditative. Donc on va voir ça progressivement. Donc la définition donnée par Yongdzin Polbochok est un petit peu longue, mais on va la voir progressivement en détail. Donc il dit, la définition d'une perception directe yogique est une sagesse, Kiemba ici, une sagesse, une cognition, hétérocognitive, par opposition à l'autocognition, libre de conceptualisation et non erronée. Pourquoi? Parce que c'est une sous-catégorie des perceptions directes, comme on l'a vu précédemment. Dans le continuum d'Anarya, on verra ce que ça veut dire dans la suite de cet épisode, né en dépendance d'un samadhi, vous avez certainement entendu ce nom-là quelque part, un samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana, donc du calme mental et de la vision supérieure, et qui est devenu sa condition souveraine non commune. Donc ça veut dire que ce samadhi, c'est l'union de shamatha et de vipassana, et ce samadhi est devenu la condition souveraine non commune de cette perception directe yogique. Donc on va voir les éléments les uns après les autres. Donc ici, sagesse, on aurait pu dire cognition si on veut. C'est juste pour respecter l'honorifique de Kiamba en tibétain. Simplement garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement mental, puisque toute cognition, justement, est un événement mental. Et donc c'est une sagesse ou une cognition hétérocognitive, comme on l'a dit, par opposition à l'autocognition. Donc pourquoi est-ce que Paul Butchok évoque cela ici? On voit des développements très intéressants donnés par Lati Rinpoche dans Connaître l'esprit, qui était publié à l'époque aux éditions Vajrayogini, et maintenant c'est les éditions Mahayana. Peut-être qu'il sera publié à nouveau un jour, ce serait super. Donc que dit Lati Rinpoche? Il dit donc une cognition directe, aperceptive ou autocognitive, c'est pareil, faisant l'expérience d'une perception directe yogique, et cette perception yogique elle-même sont établies en dépendance d'un même ensemble causal. Donc, c'est ce qu'on avait vu par rapport à l'autocognition. C'est comme un papier carbone, en fait. Le papier carbone, il note tout ce que vous écrivez dessus de manière automatique. Il l'écrit doublement, en fait, on peut dire. Donc, ça veut dire que vous avez n'importe quelle cognition, du point de vue des Sautrantika, bien sûr, ici, n'importe quel type de cognition est associé à une autocognition. Le sujet fait toujours l'expérience de lui-même en train d'expérimenter un objet. Et c'est le cas aussi pour une perception directe yogique. C'est-à-dire que pour que la personne puisse se souvenir plus tard, non seulement bien sûr de l'objet, mais du sujet qui réalisait cet objet-là, il a fallu, pour les Sautrantika, que au moment où la perception yogique advient, il y a déjà une autocognition. Donc ça veut dire que la perception yogique et l'autocognition qui en fait l'expérience naissent à partir d'un même ensemble causal. Très bien. Il continue, il dit cela signifie qu'elles sont établies et demeurent comme une seule entité substantielle, établie et demeure en tant que même entité substantielle. Ça renvoie à ce qu'on disait dans l'autre playlist, sur la philosophie bouddhiste. On avait vu qu'il y avait des phénomènes qui pouvaient être une même entité substantielle simultanée. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Elles sont établies et demeurent comme une seule entité substantielle. Jugde Dzechik en tibétain. Et ont les mêmes causes. Donc ça veut dire que, comme le papier carbone avec la feuille sur laquelle on écrit, ils
ils adviennent en même temps, ils durent en même temps et ils cessent en même temps. C'est un petit peu le même principe. Et donc ici, l'autocognition et la perception yogique directe dont elle est en train de faire l'expérience, c'est le même cas. L'autocognition, c'est le papier carbone, et la perception yogique directe, c'est le papier qui est en dessous. Ok. Très bien. Et donc, elles ont les mêmes causes, puisque ce qui est la cause de l'une est la cause de l'autre, et inversement. Puisqu'une perception directe yogique est produite en dépendance d'une absorption méditative, un samadhi, comme on verra par la suite, une absorption méditative qui est l'union du calme mental et de la vision pénétrante, donc shamatha et vipassana, et qui est devenue sa propre condition souveraine non commune, l'auto-perception qui en fait l'expérience est aussi produite en dépendance de la même absorption méditative. Il n'y a pas une cause supplémentaire qui ferait en sorte que l'autocognition soit produite. Elle est produite nécessairement dès l'instant où la perception yogique directe, en l'occurrence, est produite. Donc cette auto-perception correspond alors à la définition d'une perception yogique directe. Et dans ce cas, les perceptions directes yogiques devraient inclure certaines auto-perceptions ou autocognitions. Donc entre parenthèses, puisque cela est absurde, le terme hétéro-cognition est ajouté à la définition afin d'écarter les auto-perceptions, les autocognitions. C'est pour ça que ici, Yongzin Purvuchok parle d'une sagesse hétérocognitive pour ne pas avoir à prêter le flanc à un débat où on lui dirait « oui, mais votre définition, si vous ne mettez pas hétérocognitive, si vous dites juste une sagesse, à ce moment-là, votre définition correspondrait à une autocognition. » Donc c'est pourquoi elle met hétérocognition. Donc c'est intéressant parce qu'après, la télépathie continue, il dit que selon d'autres manuels, comme celui de Jampel Sampel et selon Jamil Shepa aussi, il n'y a pas besoin de mettre hétérocognition. En fait, on pourrait s'en passer. Pourquoi? Parce que les conditions souveraines sont différentes. Les conditions souveraines non communes sont différentes. Il y a un exemple. Par exemple, page 98, il dit de la même manière, une perception directe sensorielle appréhendant une forme et l'auto-perception ou l'autocognition qui en fait l'expérience possèdent le même ensemble de causes, mais ont des conditions souveraines non communes différentes. La condition souveraine non commune de la perception directe sensorielle est une faculté sensorielle physique, une faculté visuelle, et la condition souveraine non commune de l'autocognition, ou l'autoperception ici, qui fait l'expérience de cette perception sensorielle, a pour condition souveraine non commune une faculté mentale. Donc ce sont des conditions souveraines non communes nécessairement différentes. Et donc c'est pourquoi il n'y a pas besoin, normalement, de mettre hétérocognition ou hétérocognitive ici, puisque on peut voir facilement qu'une autocognition n'a nécessairement pas la même condition souveraine non commune que la perception directe yogique dont elle fait l'expérience. Voilà, donc ça c'est passionnant ce livre-là. Très bien, on va essayer de passer à la suite. Ensuite, donc une sagesse hétérocognitive libre de conceptualisation et non erronée. Normalement, vous avez déjà compris ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin nécessairement de revenir là-dessus. Libre de conceptualisation et non erronée, c'est la marque des perceptions directes du point de vue du Sautrantika qui suit le raisonnement. Donc là, c'est plutôt facile. Dans le continuum d'un arya, dans le continuum mental d'un arya, cette perception directe yogique, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ça n'advient que dans le continuum des aryas et chez personne d'autre, pas chez les êtres ordinaires. C'est là où on fait cette distinction arya, être ordinaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire un arya? Pour le Sautrantika et toutes les écoles autres que le Prasangika Madhyamaka, l'école la plus évoluée, un arya est une personne ayant réalisé directement le non-soi personnel, l'impermanence subtile et tous les autres aspects des quatre nobles vérités. Donc en général, on mentionne 16 aspects des quatre nobles vérités, 4 pour chacune,
Et un Arya, pour ces écoles-là, réalise directement les aspects des quatre nobles vérités. L'impermanence subtile, par exemple. Nous, on a besoin, en tant qu'être ordinaire, on a besoin de raisonner, on a besoin d'analyser, de se dire que dès l'instant où un phénomène est produit, doit changer d'instant en instant, etc. Puisque l'impermanence subtile n'est pas réalisée par nos consciences sensorielles, etc. Pour le non-soi, c'est pareil. Le non-soi, pour les écoles autres que le Prasangika, il s'agit d'un non-soi en tant qu'absence d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. Et pour toutes ces écoles-là, autres que le Prasangika, quelqu'un qui réalise directement ce non-soi devient un Arya et pourra obtenir donc la libération par rapport au samsara, pourra obtenir le nirvana en réalisant pleinement et définitivement ce non-soi personnel. Et donc il y a, bien sûr, pour le Prasangika, on verra par la suite dans la playlist sur la philosophie bouddhiste, on verra qu'il y a des changements à effectuer dans ces présentations, puisque ce type de non-soi personnel est encore trop grossier pour permettre la libération. Là, on ne va pas s'étendre sur le sujet, simplement essayer de garder à l'esprit que Arya, ça veut dire noble, un être supérieur, par opposition à un être ordinaire, qui lui n'a pas encore de réalisation directe du non-soi, de l'impermanence, etc. Très bien. Et donc, cette sagesse hétérocognitive est née en dépendance d'un samadhi. Samadhi, ça veut dire concentration. Et donc, c'est un facteur mental déterminatif pour l'Abhidharma Samuccaya, Darya Asanga. Donc, il dit Samadhi est un facteur mental défini comme étant la focalisation de l'esprit sur une chose désignée. Et sa fonction, c'est de servir de support à la sagesse. Donc, c'est vraiment une focalisation, le fait que l'esprit soit unipointé, soit focalisé en un point. Tsetipa en tibétain. Très bien. Donc samadhi, c'est un facteur mental. Un facteur mental, on verra certainement des détails dans la suite de cette série sur la psychologie bouddhiste. Pour l'instant, c'est simplement essayer de voir que c'est la distinction principale qu'il y a entre une conscience et un facteur mental. Une conscience principale et un facteur mental. On a dans cette école-là, et dans la plupart des écoles, 6 consciences principales, les 5 consciences sensorielles et une conscience mentale, et les facteurs mentaux sont une même entité substantielle avec ces consciences. On a des facteurs mentaux qui sont par exemple des afflictions. On a des facteurs mentaux tels que la sagesse qui peut être qui est un facteur mental déterminatif. On a des facteurs mentaux omniprésents, etc. Et donc la différence principale entre une conscience principale, justement, et un facteur mental, c'est qu'une conscience principale va observer l'entité générale de son objet, et un facteur mental va observer plutôt l'objet dans ses détails. C'est une des distinctions qui pourrait être faite. Donc le samadhi, c'est ce qui permet à l'esprit d'être focalisé en un point. Très bien, donc ça c'est la définition donnée dans l'Abhidharma Samuccaya d'Arya Asanga. Très bien. Donc le samadhi, ce samadhi en particulier, c'est l'union de shamatha et de vipassana. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Shamatha, c'est le calme mental. Le calme mental uni à la flexibilité et à la félicité. Ça veut dire que quelqu'un qui va s'entraîner encore et encore à focaliser son esprit en un point, va parcourir différents stades, placement de l'esprit, placement continu, placement rapproché, etc., placement répété de l'esprit, les 9 stades. Et à la suite de ces 9 stades, qui sont souvent décrits d'ailleurs dans les tankas avec l'éléphant qui symbolise l'esprit indiscipliné, etc., à l'issue de ces 9 stades, il y a une forme de flexibilité mentale et physique et une félicité physique et mentale. Et une fois que c'est obtenu, à ce moment-là, la personne a obtenu shamatha. Shamatha qui est un niveau de concentration. Et sur la base de shamatha, la personne peut ensuite entrer dans les niveaux d'accès aux sphères de la forme et du sans-forme, etc. Et donc, ce n'est pas obligatoire d'entrer dans la forme et le sans-forme, mais la personne pourrait le faire. Très bien. Et donc, ça, c'est uniquement
le fait de focaliser l'esprit, donc ça ne fait que neutraliser les afflictions, ça ne fait que de mettre de côté les facteurs perturbateurs, ça empêche leur manifestation. Ça ne peut pas les trancher à la racine. Ce qui peut trancher à la racine les afflictions, c'est Vipassana. Donc ici, vous l'avez certainement remarqué, c'est la transcription sanskrite. En tibétain, on dit Vipassana. Pardon, en pali, on dit Vipassana. Et en sanskrit, on dit Vipassana. Donc la différence, c'est qu'en pali, dans la tradition pali, dans le Theravada, c'est beaucoup moins analytique, c'est plus intuitif, on pourrait dire d'un certain point de vue, alors que dans la tradition sanskrite, quand on dit Vipassana, c'est beaucoup plus analytique, on emploie plus de raisonnement pour essayer de cerner un phénomène qui, d'emblée, échappe à nos sens. Et donc Vipassana, c'est une analyse qui est répétée une fois qu'on a obtenu Shamatha. Bien sûr, l'analyse peut être effectuée avant, mais si c'est avant Shamatha, on ne peut pas l'appeler Vipassana. Ce sera une méditation analytique, tout simplement. Une fois qu'on a obtenu Shamatha et qu'on analyse à nouveau l'objet, la nature, l'entité d'un objet, etc., et que cette analyse engendre une nouvelle fois la flexibilité et la félicité sur la base de l'obtention de Shamatha, à ce moment-là, on a obtenu Vipassana. Et du coup, on obtient l'union des deux. Ok. Très bien. Et donc, cette union, ce samadhi, donc, est devenue, cette union de Shamatha et de Vipassana, qui est ce samadhi, est devenue la condition souveraine non commune de la perception directe yogique. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une faculté physique, ça ne peut pas être une simple faculté mentale, c'est quelque chose de mental, puisqu'un samadhi c'est un facteur mental, c'est quelque chose qui est de la conscience. C'est vraiment très spécifique dans ce cas-là, c'est l'union de shamatha et de vipassana. Et donc bien sûr, il y a des objets particuliers de la perception directe yogique. Yongzin Pulbuchok les mentionne quand il donne la définition d'une perception directe yogique valide. À ce moment-là, il parle de l'impermanence et du non-soi. Très bien. Donc, ici, jusqu'à maintenant, nous avons vu les 4 types de perception directe. Sensorielle, mentale, autocognitive et yogique. Et nous avions vu précédemment qu'il y avait une façon de diviser aussi les perceptions directes en 3. Perceptions directes qui sont des cognitions valides, des perceptions directes qui sont des cognitions subséquentes et des perceptions directes qui sont des cognitions inattentives. Donc on essaiera d'approfondir ce sujet-là parce que c'est très important. C'est même le but de cette étude de la psychologie, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut cultiver la cognition valide, comment est-ce qu'on peut être en accord avec la réalité, comment est-ce qu'on peut se débarrasser des états d'esprit qui sont en désaccord, en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité. Et donc on étudiera bien sûr dans l'épisode prochain ces différents types de division des perceptions directes, mais on va essayer d'abord de comprendre quelque chose d'important, c'est que quand on parle des cognitions valides, il y en a 2. Il y en a 2. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, il dit Shejani Chir Samani, Dunjenu dans Minuchir. Ça veut dire que puisqu'il y a 2 types de phénomènes, il y a 2 types de cognitions valides, parce que les objets en question, certains sont capables d'opérer une fonction, d'autres non, les autres non. Et donc on a des phénomènes impermanents et on a des phénomènes permanents. Les phénomènes impermanents vont être les objets apparents des perceptions directes, et les phénomènes permanents vont être les objets apparents des consciences conceptuelles. Et donc ça veut dire qu'on a 2 types de cognitions valides, des cognitions valides qui sont directes et des cognitions valides qui sont conceptuelles, donc qui sont inférentielles, qui sont issues d'un raisonnement valide. Donc bien sûr, on approfondira tout ça progressivement. Et donc une cognition valide, la définition c'est sardu meluverikpa. C'est une cognition nouvelle et infaillible. Donc ça, on l'approfondira aussi. Nouvelle et infaillible. Pourquoi nouvelle? On le verra. Infaillible, on verra ce que ça veut dire. Infaillible, ça veut dire qu'elle réalise son objet.
Et une cognition subséquente, c'est une cognition aussi qui réalise, mais qui ne réalise pas nouvellement. Donc c'est ça la différence entre cognition valide et cognition subséquente. Les deux sont des cognitions qui réalisent leurs objets, mais la cognition subséquente, elle réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc ça, c'est une première distinction. Une cognition inattentive ne réalise pas son objet. Ce n'est pas une cognition fausse, parce qu'elle n'est pas en désaccord avec la réalité, sauf qu'elle n'imprime pas son objet, elle ne réalise pas, elle ne certifie pas, elle n'a pas la capacité d'engendrer une certification, une certitude par rapport à son objet. On a évoqué des exemples quand on fait tourner des pages très rapidement et qu'on se pose la question combien de pages sont passées devant nos yeux. On ne peut pas nier que les pages soient passées devant nos yeux. Parce que si on filmait, par exemple, et qu'on voyait le ralenti, on pourrait à ce moment-là revoir les pages. Mais si, si on ne ralentit pas l'image, à ce moment-là, on ne peut pas savoir combien de pages sont passées devant nos yeux. Et pourtant, elles sont passées devant nos yeux. Et donc ça, c'est une cognition inattentive. Ça veut dire que notre perception visuelle, dans ce cas-là, puisque les pages tournent trop vite, notre perception visuelle est une cognition inattentive. Mais on étudiera ça aussi plus sérieusement. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? C'est que c'est une division de toutes les perceptions directes, sauf les perceptions yogiques. Les perceptions yogiques ne peuvent pas être des cognitions inattentives. Ce sont les seules. Les trois autres, sensorielles, mentales et autocognitives, peuvent avoir des subdivisions en trois: cognition valide, cognition subséquente, cognition inattentive. Mais les perceptions yogiques directes n'ont que deux subdivisions. Soit ce sont des cognitions valides, soit ce sont des cognitions subséquentes. Il n'y a pas de cognition inattentive pour elles. Et donc c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit l'eau de Chenbe Tonyile Naba Tanchen Barje. Les grands sages, donc les Aryas, ceux qui ont une réalisation directe du non-soi ou de l'impermanence, c'est comme ça qu'il les qualifie ici, par le seul fait de voir, certifie tous les aspects. Donc c'est dans le Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti. Donc voir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la voie de vision. La voie de vision, c'est quand il y a une réalisation directe, une perception yogique directe du profond. Ça peut être l'impermanence, mais c'est surtout le non-soi. C'est surtout du non-soi qu'il s'agit. C'est ce qui permet de nous libérer de l'ignorance, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, quand on parle de voir ici, ce n'est pas une vision sensorielle, une conscience visuelle, c'est la conscience mentale qui voit. C'est grâce à cette union de shamatha et de vipassana, la personne a une conscience qui est capable de réaliser directement le non-soi. Et donc c'est pourquoi ici il y a le fait de voir pour la voie de vision. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que la personne devient un arya. Toujours pour le Sautrantika, bien sûr, qui suit le raisonnement. Et certifie tous les aspects. Ces grands sages qui ont une vision directe, une réalisation directe du non-soi, certifient tous les aspects. Ça veut dire justement que tout ce qui apparaît à leur conscience est nécessairement certifié, réalisé. Et donc c'est pourquoi ça ne peut pas être une cognition inattentive, puisque la cognition inattentive ne réalise pas son objet. Et donc c'est ce que dit l'un de mes enseignants, le vénérable Geshe Gyaltsen, quand il a enseigné sur le Yongdzin Lorik. Donc il dit que certifier, Nyeba en tibétain, comprendre, Sherwa, et réaliser, Torpa, sont équivalents. Donc ça veut dire que ce que dit ici Acharya Dharmakirti, l'eau de Chem Tonyele, certifie tous les aspects de cet objet qui est appréhendé. Ça veut dire qu'ils comprennent que leur conscience réalise son objet. Très bien, donc on verra justement prochainement cette subdivision des cognitions, pour les cognitions valides, et on verra justement, on pourra passer ensuite aux cognitions inférentielles valides.
puisque c'est l'un des 7 états mentaux qui sont décrits par la tradition Sautrantika, telle que l'école Gelugpa l'interprète. Donc on passera, après avoir vu les perceptions directes, on passera aux cognitions inférentielles, et la charnière, ce sera justement les cognitions valides, voir un peu plus en détail ce que cela veut dire, pour qu'on puisse progressivement passer en revue ces 7 types de cognitions. Et puis voilà, on verra tout ça tranquillement. Merci beaucoup et à très bientôt.